Chers amis, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est parce que le devenir financier de TV Liberté m'inquiète. Alors que nos audiences n'ont jamais été aussi bonnes qu'en 2022, le budget, lui, accuse le coup et met en péril la suite de notre aventure ensemble. Pourtant, je peux vous assurer que nous avons toujours travaillé au mieux pour vous informer et toujours en nous serrant considérablement la ceinture. Alors bien sûr, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a fait souffrir beaucoup d'entre nous, je le sais. Car contrairement aux journalistes assimilés fonctionnaires des chaînes du système, ici, nous vivons dans le monde réel, comme vous. Je sais combien ces 5 premières années sous Macron ont été violentes, ont été difficiles. Certains soignants, des pompiers même, ont été suspendus de leur métier sans aucun revenu au mépris du Code du travail. Et le but était simple, les soumettre, les briser, leur briser les reins, mais ils ont résisté. Ils ont résisté comme nous devons encore résister ensemble. Car même si le paysage s'éclaircit, ce doit être notre nouveau mode de vie. Il vous faut comprendre une chose. Si vous n'aidez pas TV Liberté ou le tissu associatif, c'est l'État et ses dérives que vous financez. Car donner à TV Liberté, c'est aussi déduire les 2/3 de votre don des revenus imposables. C'est donc priver ce gouvernement d'une manne financière pour vous fliquer, pour vous nuire, car vous le savez bien, le temps où l'État voulait encore vous protéger est bien révolu. Alors, aidez-nous plutôt à continuer notre mission à vos côtés. Nous avons besoin de votre soutien et je compte sur vous. Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Alors, le philosophe et métaphysicien Pierre Boutan écrivait en 1977, dans un de ses ouvrages de philosophie politique, Reprendre le pouvoir, les lignes suivantes. L'âge des héros rebâtira un pouvoir. Il n'est pas de grand siècle du passé qui ne se soit donné cette tâche. Même aux âges simplement humains, où les familles, lassées de grandeur, confiaient à quelques Césars leur destin, à charge de maintenir le droit commun, le pouvoir reconstruit gardait quelques saveurs du monde précédent. Boutan poursuit, ce sont les derniers mots de l'essai. Notre société n'a que des banques pour cathédrales. Elle n'a rien à transmettre qui justifie un nouvel, entre guillemets, appel aux conservateurs. Il n'y a d'elle, proprement dite, rien à conserver. Aussi sommes-nous libres de rêver que le premier rebelle et serviteur de la légitimité révolutionnaire sera le prince chrétien. Alors il n'y a rien à conserver, disait Pierre Boutan, certes qui pouvait être parfois excessif, parfois un peu expéditif, mais c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans cette émission des idées à l'endroit, autour précisément du conservatisme. La question du conservatisme, est-ce qu'il y a, d'abord, qu'est-ce que le conservatisme? Y a-t-il quelque chose à conserver? Tout doit-il être au contraire repris après un anéantissement? Voilà, il doit y avoir un renouveau, ou bien peut-on, à partir de notre moment présent, songer à maintenir ce qui peut l'être et ce qui doit l'être en vue d'une reconstruction, dès lors que l'on conçoit que notre bel aujourd'hui, comme disait Mallarmé, n'est peut-être pas si beau que cela et qu'il mérite au contraire d'être au moins nuancé dans ses prétentions et dans sa raison d'être. Alors pour parler du conservatisme aujourd'hui, j'ai convié Paul-Marie Couteau. Paul-Marie Couteau, vous êtes très connu des téléspectateurs de TV Liberté. Vous animez notamment l'émission Les Conversations de Paul-Marie Couteau. Vous êtes entretenu avec Renaud Camus, avec Jean-Frédéric Poisson, avec Jean-François Gaultier et combien d'autres. Vous êtes énarque, haut fonctionnaire, ancien député européen, essayiste. Je rappellerai votre De Gaulle philosophe en 2 volumes,
paru il y a quelques années chez Lattès, je crois. Le second n'est pas paru, Rémi. Le second n'est pas paru. Alors, il était annoncé, j'étais resté sur cette somme, vous voyez, gaulienne je l'attends. Et philosophique. Il viendra. Et puis, chose importante pour ce qui nous intéresse précisément aujourd'hui, vous êtes le directeur de la rédaction de cette excellente revue, Le Nouveau Conservateur, que je montre à la caméra. Le Nouveau Conservateur, c'est Jean-Frédéric Poisson qui est le directeur de la publication. Et son dernier numéro, donc le numéro 6 en l'occurrence, hiver 2022, comporte plusieurs dossiers, dont un très judicieusement intitulé « Dernière nouvelle du totalitarisme ». On verra si le conservatisme peut être ou non un remède au totalitarisme éventuellement. Avec nous également Bérénice Levé, vous êtes philosophe, spécialiste d'Hannah Arendt, sur qui vous avez publié un livre, je crois que c'était... consacré ma thèse. Voilà, c'est votre thèse, et puis le musée imaginaire d'Hannah Arendt. Vous vous intéressez évidemment de très près aux questions de philosophie politique, aux questions sociales, sociétales. Vous avez publié un essai sur la théorie du genre. Vous avez publié également un essai qui nous intéressera particulièrement au cours de cette émission, Le crépuscule des idoles progressistes. C'était en 2017. Oui. Et vous avez également, vous collaborez à de nombreux journaux, Valeurs Actuelles, enfin le Figaro également. Donc vous avez une perspective de philosophe politique directement sur cette question-là, et également d'analyste et de chroniqueur à certains égards de la société contemporaine. Pour juste dire un mot de la cohérence ou de ce qui m'intéresse véritablement, c'est finalement toutes ces nouvelles idéologies, ce qu'elles font à l'homme, et notamment à l'âme humaine, mais c'est effectivement ce qui me porte, c'est d'essayer de les analyser chacune en essayant de voir en quoi elles rétrécissent l'être humain, en quoi elles l'appauvrissent, et c'est ce qui me préoccupe le plus dans toutes ces idéologies, théorie du genre, féminisme, écologie, c'est la chose qui m'inquiète le plus, parce que... Oui, c'est une question d'âme, effectivement. Voilà, et donc ce qui est la question du conservatisme est à cet égard cruciale pour moi. Tout à fait. Et justement, votre dernier ouvrage, L'écologie ou l'ivresse de la table rase, aux éditions de l'Observatoire, sera l'occasion aussi de se demander si l'écologie participe de l'esprit ou de la pensée conservatrice, alors qu'elle est aujourd'hui... Vous faisiez allusion à ces idoles progressistes et à tout ce qui détruit et rapetisse l'homme. Elle est associée, au contraire, idéologiquement, à la Révolution, pourrait-on dire. Elle est préemptée par la gauche et associée effectivement à cette passion de la table rase, à ce pathos de la... Du passé, faisons table rase, comme aucun chante ou chantait. Et avec nous, enfin, Frédéric Rouvillois. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Descartes, vous êtes essayiste, vous avez publié de nombreux ouvrages, vous êtes également romancier, et il y a quelques années, vous aviez dirigé avec Olivier Dard et Christophe Boutin un très volumineux et très riche et très dense dictionnaire du conservatisme que je montre également à la caméra, voilà, c'était aux éditions du Cerf. Et je précise, là encore, c'est un point important pour cette émission, que vous êtes le délégué général de la Fondation du Pont-Neuf, qui est une structure intellectuelle de recherche qui travaille à une refondation de la politique conservatrice et à un conservatisme de combat. Vous êtes donc... Oui, je vous en prie, Frédéric. Par ailleurs, on fait nos petites publicités respectives, mais c'est tout à fait normal et sain. Le dictionnaire du conservatisme est en fait le premier tome d'une trilogie qui a été poursuivie jusqu'à tout récemment, puisque s'en est suivi un dictionnaire donc co-dirigé par mes deux compères Olivier Dard et Christophe Boutin, un dictionnaire des populismes et un dictionnaire du progressisme qui termine la trilogie, donc le tout aux éditions du Cerf, qui permet, je pense, de donner un regard un petit peu global sur, au fond, notamment ces nouvelles idéologies dont parlait Bérénice à l'instant et que Paul-Marie Couteau combat depuis si longtemps et avec tellement de talent. Voilà, essayer de cartographier en quelque sorte ce monde nouveau qui est le nôtre.
un peu comme modestement Taine l'avait fait au fond avec les origines de la France contemporaine au début de la Troisième République. Et nous avions eu d'ailleurs l'occasion de faire une émission ensemble autour du dictionnaire sur la question du progressisme. Bien sûr, en tout cas, qui répond. Alors justement, nos propos liminaires ont tourné autour de ces idoles progressistes, et de tout ce qui est destructeur possiblement de ce à quoi l'on peut tenir, ou ce que l'homme classique ou l'homme traditionnel, ce à quoi il peut tenir. Je me suis demandé si l'une des difficultés de la définition du conservatisme ne tenait pas dans le fait, c'est une question que je vous pose à tous les trois, ne tenait pas dans le fait qu'il apparaît comme étant peut-être d'emblée un peu réactif ou un peu défensif. Autrement dit, est-ce que la pensée conservatrice, est-ce que la pensée de ce conservatisme de combat n'est pas par trop tributaire de ces idoles progressistes et ne se réactive-t-elle pas à ce moment-là? Qu'en pensez-vous? Peut-être Paul-Marie Couteau? Je vous en prie. Allez-y, commencez Paul-Marie. Ça vous pouvez tirer ensuite. Allez, Paul-Marie Couteau. Non, c'est difficile de définir le conservatisme parce que je crois que ce mot que j'utilise peu, pour autant que et que je cultive l'esprit conservateur, l'esthétique conservatrice, la morale conservatrice, en adjectif ça me va très bien. En substantif c'est plus délicat. Et il y a, je crois, une contradiction dans les termes parce que ce isme contredit ce qu'est avant tout l'esprit conservateur, c'est-à-dire une sorte de scepticisme vis-à-vis des ismes et des systèmes et des systèmes idéologiques serrés et boulonnés comme on en a trop vu et subi. Si je voulais aller tout à fait au bout de ma pensée en la caricaturant, on comprendra mieux, c'est presque une esthétique, c'est presque une manière de vivre. L'esprit conservateur, tenons-nous-en à l'adjectif. Il y a un personnage que chacun connaît ici et aime et admire, c'est Alain de Benoît, qui au détour d'un entretien pour Valeurs Actuelles a dit cette phrase que je trouve magnifique: être conservateur au fond c'est aimer ce qui est éternel. Est-ce que Anna Arendt a dit beaucoup de choses sur le sujet, je pense. Et c'est assez proche aussi de Platon, du reste, pour vivre éternel, cette phrase magnifique de Platon, pour vivre comme même chez Simone Veil, on a pour écrire des choses qui soient éternelles, il faut justement ne pas être d'un temps particulier, voilà. Aimer vivre avec les choses éternelles, Platon disait, pour être éternel, il suffit d'aimer et de vivre parmi les choses éternelles. C'est une manière de vivre qui regarde non pas ce qui change, comme Héraclite et ses successeurs progressistes, existentialistes, pour qui tout change toujours, tout se renouvelle, etc. Tout s'écoule. Oui, mais je crois que c'est une erreur, parce que Parménide répondait oui, on ne se baigne jamais dans la même eau, mais c'est toujours le même fleuve. Le conservateur et les mêmes rives. Et le conservateur, ou alors à une échelle du temps hors d'accès pour les pauvres humains et nos esprits. Être conservateur, c'est mettre l'accent sur les permanences, sur ce qui reste et ce qui dure. Ah oui, alors le mot durable est très intéressant. Et il est même intéressant que les écologistes, on pourra en parler peut-être, reprennent le mot durable, que j'aime beaucoup. Pour la petite histoire, d'ailleurs, je l'avais imposé à la place de soutenable. Quand j'étais auprès de Boutros-Ghali, on parlait jusqu'alors de développement soutenable. J'avais dit, on dira, et à partir du discours de Rio que j'avais fait pour lui, on a dit durable. Et le sentiment de la durée est un sentiment très profond, je trouve très satisfaisant d'ailleurs pour l'esprit humain. Si les modernes sont malheureux, De Gaulle disait l'homme moderne est un désespéré. C'est parce qu'il a perdu le sens du durable. Et je crois que c'est d'abord un bien qu'on se fait à soi de regarder ce qui est permanent. Mais à vous entendre, Paul-Marie Couteau, dans ce cas-là, si c'est pas une idéologie, voilà ce que je veux dire. C'est pas un système. Est-ce que cela signifie qu'il n'y aurait pas de politique conservatrice? Est-ce que vous me permettez quand même de dire une petite chose par rapport à la question que vous aviez posée, qui me semble très juste, c'est que nous sommes aisément rangés du côté de ceux qui ne veulent pas agir. Alors que justement, pour conserver les choses auxquelles nous tenons, il faut précisément
précisément intervenir, agir. Mais vous avez raison, je crois que ce qui disqualifie quelque peu le mot, c'est qu'il semble du côté de la passivité ou alors effectivement du défensif. Et alors notre tâche doit être au contraire d'être dans les propositions de... Alors pas dans la citation de Boutang que vous faisiez, il parlait de reconstruction. Moi je préfère, parce que là c'est l'idéologie justement de la table rase, c'est l'idée de refonder au contraire. Nous avons des fondements, il faut leur rendre toute leur puissance et toute leur fécondité pour nous autres hommes du XXIe siècle. Et quant à ce que disait Paul-Marie Couteau, c'est que il y a une phrase alors extraordinaire d'Arendt que, et là je ne pourrais citer exactement, mais elle disait qu'un monde où tout est toujours entraîné, c'est cette société liquide, parce que ça, j'ai essayé de le faire apparaître dans certains textes, c'est que Arendt a été un penseur de la société du monde liquide bien avant Zygmunt Bauman lui-même, et elle dit qu'il n'y a rien de plus inhumain qu'un monde qui justement serait tout le temps emporté. L'être humain a besoin de s'adosser à des choses durables. Et alors autre point aussi que je dois à Hannah Arendt quand on m'étiquette conservatrice, j'aime à dire que parler de conservateur, c'est un moment de déséquilibre politique, et comme elle le dit très bien, c'est au moment de la Révolution française où les choses ont été pensées sous la forme de polarité, alors quand tout être humain se partage justement le besoin de continuité, de durée, de choses stables. Et en plus, l'exilée qu'elle était savait ce que c'était que vivre dans un monde où tout ce qui constituait un monde familier était perdu. Donc elle savait la valeur de justement ces choses qui assurent une stabilité à l'existence. Donc elle disait que c'est un déséquilibre lorsque l'on se met à penser en termes de deux pôles opposés la question du progressisme et du conservatisme, parce que nous sommes traversés par les deux aspirations, le besoin justement de renouvellement, de nouveau, et comme en littérature on aime qu'il y ait des œuvres nouvelles, comme en art on aime que l'histoire se continue, mais sur une base justement de quelque chose qui nous précède et qui était déjà là. Donc, Mais alors, pour raisonner dans ce sens-là, il faudrait qu'il y ait un consensus, en quelque sorte, sur ce qui mérite d'être qualifié de fondement. Et d'un point de vue historique, Frédéric Rouvillois, est-ce que l'ébranlement de la Révolution française, et peut-être aussi d'autres événements qui l'ont précédé, y compris dans l'histoire de la pensée, pourquoi pas, est-ce que cet ébranlement, celui des Lumières également, avant, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que la question du conservatisme se constitue, qu'elle commence à se poser, précisément parce que l'univers organisé et presque organique dans lequel nous vivions, en l'occurrence en France, mais aussi en Europe très largement, indépendamment des révolutions anglaises, enfin bon, est-ce que ça a joué d'un point de vue historique ? Ça me semble à peu près indéniable. En fait, si vous voulez, sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de conservateur, parce qu'il n'y a pas besoin, effectivement, d'imaginer les manières dont on va pouvoir maintenir l'essentiel, finalement. Et dans le conservatisme, à la racine du conservatisme, il y a effectivement le contraire d'une idéologie. Il y a une réaction à une réalité menaçante qui risque... Il y a une idéologie menaçante. Comment ? Il y a une idéologie menaçante. Oui, enfin, une réalité qui est fondée elle-même sur des idéologies, bien sûr, et une réalité et une idéologie, ou des idéologies qui, effectivement, menacent dans leur existence même tous les fondements d'une existence souhaitable, on va dire, ou je sais pas, normale, humaine, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est une chose qui est très très frappante, c'est que voilà, au fond, en un sens, le progressisme, par exemple, existe depuis très longtemps à certains égards. L'utopisme existe depuis très longtemps. Le conservatisme, en revanche, il est vraiment très clairement lié à un événement historique qui est justement cette table rase absolue que se veut être la Révolution française. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces premières formulations, c'est finalement Burke, dans cet ouvrage sur la Révolution française, les considérations sur la Révolution française, et les successeurs de Burke. Mais avant ça, il y a au fond presque rien. À la rigueur,
il y a des espèces de... Je dirais qu'il y a des sortes de micro-conservatisme sur certains plans particuliers. Il peut y avoir, à la limite, un conservatisme religieux... oui, autour du rituel, par exemple. Ouais, ou même dans le jansénisme, il y a un peu de ça, si vous voulez. Hein. Quand on lit, par exemple, les textes de Racine sur le jansénisme, voilà, c'est une sorte de conservatisme religieux. Il peut y avoir un conservatisme, on va dire, culturel ou littéraire. C'est évidemment le propos de la querelle des anciens et des modernes. Hein. Les anciens, donc, veulent... Mais... voilà, est-ce que c'est vraiment conservatisme ou est-ce que c'est encore autre chose? Mais il n'y a pas de conservatisme global, il n'y a pas de conservateur, si vous voulez. Et on peut pas dire que Boileau c'est un conservateur, même si effectivement c'est le chef des anciens. Oui, alors justement, ce que je voulais dire, il est trop modeste pour se citer, mais dans ma trajectoire intellectuelle, pour utiliser des mots un peu pompeux, pardon, un livre a beaucoup compté pour moi, et il se trouve que l'auteur est Frédéric Ouvillois, c'est L'Invention du progrès. Livre qui est, je crois, assez ancien, un de vos premiers livres. C'est votre thèse. C'est un livre absolument magnifique. J'espère qu'il est facile à trouver. En tous les cas, j'en recommande vivement la lecture. Elle a fait un grand effet sur ma formation intellectuelle. La thèse est simple. Le progrès, c'est plutôt le progrès qui est une idée neuve que l'esprit de conservation. Je crois que l'esprit de conservation, Frédéric, il est très fréquent. Mais l'idéologie du progrès, c'est pour ça que je me permettais de vous interrompre, c'est-à-dire la fin du XVIIe, qui s'est faite d'ailleurs au nom du roi, abrité derrière le roi modernisateur. Les Bourbons, à commencer par Henri IV, ont été des modernisateurs. Et peut-être à marche forcée, d'une certaine façon. Beaucoup trop, à mon avis. Je serais plutôt du côté de la fronde, finalement, rétrospectivement, du côté de la réaction à une modernisation trop rapide, un peu sur les traces de l'Angleterre, mais justement, il ne fallait pas adopter ce logiciel-là. L'idée de progrès qui est invoqué par Perrault lors de son fameux discours, sa charge contre les modernes de 1685, je crois, est une idée qui devient à ce moment-là systématique, avec l'idée que tout ce qui est neuf est un progrès qui, ipso facto, dévalorise le passé. C'est donc sous l'Ancien Régime que se met en place cette problématique qui, en effet, éclate avec la Révolution française, avec l'absolue victoire des modernes jusqu'à faire tabula rasa, justement. Et la réaction s'appelle conservatrice. Le conservateur, j'ai repris le titre du conservateur en ajoutant nouveau, parce que Chateaubriand et Lamennais et Villèle ont instruit une sorte de réaction. Je ne suis pas du tout d'accord avec Taguieff qui dit que le conservateur et le réactionnaire ne sont pas les mêmes. Grosso modo, ce n'est pas très différent. Hein. Enfin, il essaie de sauver les conservateurs. Oui, on en parlera. On peut en reparler. Je crois, pour finir, je crois que vraiment, l'idée conservatrice revient sans cesse au fil de l'histoire quand la société est trop brutalement ébranlée. Voilà. Oui, mais justement, alors, il se trouve que récemment, j'étais invitée à l'Institut à donner une conférence sur les musées, et donc là, j'ai fait de longues recherches attentives, et simplement le titre même de conservateur de musée, né avec la Révolution française, et Marc Fumaroli a cette idée qu'il développe, qui est effectivement que l'Ancien Régime, en soi, n'était pas conservateur, précisément parce qu'il n'y a quand même pas de menace. Donc, à ce point d'un éboulement d'une civilisation, et les musées vont commencer à se constituer sur la base des biens spoliés à l'Église, des biens spoliés aux nobles qui quittent la France, et donc on s'aperçoit que l'on a quand même une matière incroyable, et cette révolution qui à la fois veut faire table rase du passé, c'est dans ce même moment qu'elle prend conscience quand même qu'elle a en charge des trésors qu'il ne s'agit pas non plus d'abandonner comme ça à la destruction. Et donc, je dis, Fumaroli a vraiment développé des réflexions sur cette question. François Furet également dans sa Révolution française, où il montre très bien, effectivement, que cette disposition naît quand même à proportion du péril qui pèse sur la civilisation qui précède. Et par ailleurs, oui, alors sur la question réactionnaire conservateur, moi, pour le coup, je suis comme Taguieff, j'y tiens, parce que le réactionnaire, à mon sens, il veut revenir en
arrière et il réagit et qui plus est, qui lui paraît menaçant. Il réagit peut-être, mais il y a une façon quand même de fétichiser le passé en tant que passé plus grand que chez le conservateur, parce que le conservateur, il tient à préserver, à assurer un avenir à ce qui a fait ses preuves. Il n'y a aucun, à mon sens, fétichisme du passé pour le passé. C'est ce qui demeure fécond parce que nous avons, malgré tout, la Révolution française est passée par là, l'histoire n'est pas notre code, et donc même si nous reconnaissons à notre passé une autorité et une légitimité, il n'empêche que nous demandons le droit d'inventaire aussi. Frédéric Auvillois. On en revient très largement aussi à la question évoquée par Pierre Boutan tout à l'heure. Au fond, conserver quoi ? Ouais. Avec, je pense, c'est un élément quand même très important et très, très boutangien, et si je puis me permettre, très maurassien aussi, c'est que la tradition est critique et que, par conséquent, le vrai conservateur, il sait très bien que on ne peut pas tout garder et qu'on ne doit pas tout garder. Parce que effectivement, il y a des choses il y a des ratés, etc. Et que d'autre part, on peut pas encombrer le présent et l'avenir avec en conservant tout ce qui a été uniquement parce que ça a été. Et ça, c'est effectivement, je pense que l'un des éléments vraiment essentiels et qui nous renvoie aussi à l'histoire et à la dimension philosophique qu'évoquait Bérénice à l'instant. Mais dans ce même ordre d'idées, vous avez commencé, Paul-Marie Couteau, à évoquer cette distinction à faire ou à ne pas faire entre conservateurs et réactionnaires. Immanquablement, on y songe, et c'est ce qui rend la définition du conservatisme délicate, difficile. Conservatisme et libéralisme. Parce qu'il faut conserver, d'accord. Il y a des conservateurs réactionnaires où il n'y a pas de réactionnaires conservateurs, de conservateurs, mais en même temps, je trouve qu'historiquement et politiquement, quelle est la relation qu'entretient le conservatisme avec le libéralisme ? Le libéralisme qui, lui, au contraire, puisqu'on entend parler de libéraux conservateurs, le libéralisme qui, lui, au contraire, est du côté du fluide, de la liquidité dont vous parliez, Bérénice Levé. On peut être à la fois libéral, le conservateur est toujours libéral ou pas nécessairement ? On peut considérer, mais Paul-Marie me corrigera, mais il me semble que Chateaubriand ou Tocqueville relèvent de ces deux traditions, parce que le libéralisme, avant d'être simplement à encourager, politique, alors, le libéralisme politique repose malgré tout sur une certaine idée de l'homme qui fait que il y a quand même des choses qui transcendent et qui ne sont pas que l'on ne doit pas laisser emporter comme ça. La beauté du libéralisme d'abord, c'est qu'il y ait une arrière-boutique toute nôtre aussi. Le fait justement qu'on puisse faire un pas de côté par rapport à la société, par rapport à... Donc on le voit très bien chez Benjamin Constant, liberté des anciens et liberté des modernes, il le dit bien, c'est que il ne faut pas qu'il y ait que la liberté économique, il faut aussi, parce que là, à ce moment-là, on abandonne l'homme à ce qu'il a de passions les plus viles peut-être, et simplement à l'utilitarisme, et donc il faut compenser par la liberté des anciens, où on doit prendre part justement aux soucis du monde, c'est-à-dire aux soucis de la civilisation qui est la nôtre. Donc, je pense que les deux sont conciliables. Après, le fourvoiement du libéralisme et sa version strictement économique, là, rend les choses incompatibles, et on se retrouve avec le libéralisme culturel et le libéralisme économique. Mais je pense que les deux qui là, pour le coup, va exactement dans le même sens et entraîne absolument tout, et notamment une certaine idée de l'homme. Il y a quand même une ambiguïté terrible sur ce mot libéralisme. On ferait mieux d'en faire l'économie, parce qu'on s'empête. Vous voulez faire l'économie du mot conservatisme et l'économie du mot libéralisme. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux mots, parce qu'il y a beaucoup trop de mots dans le vocabulaire politique qui ne veulent rien dire, en tous les cas qui ne veulent pas dire la même chose selon les locuteurs. Ce qui fait que les conversations politiques sont toujours assommantes, d'ailleurs. C'est toujours, je tourne mon bouton quand j'entends une conversation politique, parce que les gens ne mettent pas la même chose dans les mots qu'ils s'échangent et qu'ils s'envoient à la figure. Donc, alors là, on essaie de définir, justement, de cerner. Alors je préfère faire attention aux mots que j'utilise. Et le mot libéralisme, je ne l'utilise jamais, parce qu'il veut tout dire et son contraire, en réalité. Il y a
peut-être une signification précise qui est une référence à la liberté, malgré tout. Mais cette liberté, Rémi, elle suppose, elle est de l'ordre de ce qui dure. Pensez à la liberté des nations, la volonté des nations d'être libres, de s'opposer à ce qui est pour elles une menace, qui les corrompt et qui les détruit. C'est une invocation à la liberté et qui leur permet de se conserver dans leur être. Comme je suis un peu essentialiste sur les bords, je sais que c'est très mal vu, cette problématique m'est assez étrangère. C'est-à-dire pour ça que réactionnaire et conservateur, au fond, je m'en fiche. Dans les deux cas, il s'agit de faire que ce qui dure, dure. Voilà, ce qui doit durer, dure. Par exemple, une nation, par exemple, un être. Ça ne veut pas dire que les civilisations ne disparaissent pas. À mon avis, elles ne disparaissent pas, contrairement à ce que dit Valérie un peu vite. Elles se métamorphosent. Et peut-être qu'il peut y avoir la métamorphose, c'est le changement de la forme. On peut perdurer dans son être en modifiant les formes. Peut-être que la mort n'est qu'une métamorphose. Donc vous voyez, je vais très loin dans l'insistance sur la durée et l'éternité. Au fond, réagir parce que quelqu'un vous menace dans votre être, ou vouloir se conserver contre les menaces extérieures. Et la grande menace extérieure, aujourd'hui, je m'empresse de le dire, parce que ça, c'est un sujet, c'est le totalitarisme. Et s'il y a quelque chose, une manière de faire comprendre l'esprit conservateur, il faut l'inscrire directement contre le totalitarisme et surtout contre le techno-totalitarisme. Et le transhumanisme, exactement, dont nous parlons beaucoup dans le conservateur. Quelqu'un me dit, vous êtes obsédé par le transhumanisme. Et oui, je le vois partout, y compris chez... Oui, c'est une des clés fondamentales du monde. Peut-être la clé fondamentale. Je le vois partout, y compris dans le prochain numéro du conservateur, il y a un portrait d'Emmanuel Macron que je brosse en transhumaniste. Il est beaucoup plus qu'on ne le croit, parce que les transhumanistes, ils s'avancent masqués, ils sautent un peu partout. Et c'est à quoi, à ce totalitarisme-là, transhumaniste, cette espèce de volonté de corrompre l'homme, de le changer, de créer un nouvel homme qui est un messianisme banal. Et c'est pour ça, alors, l'écologie, c'est exactement le dessin qu'il poursuit. Ça fait partie de ce corpus. En effet, vous l'avez bien repéré. Et je crois vraiment qu'il y a une comment peut-on dire, une clé d'explication au regain du mot, parce qu'en effet, Frédéric Rouvillois l'a très bien dit, vous l'avez très bien dit aussi, chère madame, le mot a mauvaise presse en France, parce que la littérature du 19e l'a beaucoup associé au bourgeoisisme. Le conservateur, c'est le bon bourgeois replé qui a des charentaises. Oui, mais même par Balzac, par Balzac, le premier Hugo, le monarchiste, et même à droite, si vous voulez, il était caricaturé, ou Flaubert. Et puis finalement, la veine qui avait été relevée par Chateaubriand, Villèle, Lamennais, etc., elle revient, Bonald, elle ressurgit sous les espèces pour moi, de l'action française. Enfin, le grand mouvement conservateur au XXe siècle, enfin à partir de la fin du XIXe, c'est l'action française, dont le gaullisme est, à mon avis, un rejeton. Et comme cette tradition-là, l'action française et le gaullisme ont ces traditions ont elles-mêmes été corrompues, le mot revient. Et il revient face au totalitarisme technicien, on pourrait dire. Alors, on va y revenir parce que c'est effectivement un moment important. Frédéric Rouvillois. Oui, je me permets de revenir un tout petit peu en arrière, mais je pense que ça corrobore évidemment ce que disent mes deux petits camarades. Dans le rapport entre libéralisme et conservatisme, il y a un élément qui me semble un élément absolument clé, qu'on a esquissé, mais seulement esquissé, c'est au fond la notion de propriété et la notion d'héritage. Qui est, dans le premier libéralisme, celui de Constant, de Tocqueville, la propriété est absolument un élément capital dans la mesure où elle est la condition et la protection des libertés qu'il faut sauvegarder. Et confère effectivement la liberté des modernes. Or, cet élément est évidemment essentiel aussi dans le conservatisme. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est
propriété au sens large du terme, y compris propriété de soi, propriété de son identité, propriété de son enracinement, propriété de son histoire, de sa culture, de sa langue. Tout ça est essentiel dans le conservatisme et, à mon avis, très présent dans, je veux dire, le premier libéralisme, avant son dévoiement capitaliste radical et voilà, que nous connaissons, et progressiste que nous sommes aujourd'hui. C'est ça. Lorsque le libéralisme se matine de progressisme, notamment dans la tradition du saint-simonisme, par exemple, on arrive à quelque chose de radicalement différent. Où effectivement cette matérialité de la propriété, de l'héritage, etc., va se liquéfier et va aller vers des choses qui sont, là pour le coup, qui n'ont plus rien à voir avec le conservatisme. Donc, effectivement, voilà, c'est un peu ce que disait Paul-Marie, il faudrait savoir de quel libéralisme on parle, naturellement. Moi, de quel libéralisme on parle. Oui. Justement, par rapport à ce que vient de dire Frédéric, je ferais bien une remarque sur le progressisme, parce que pour moi, le trait majeur du progressisme, c'est ce que j'appelle le péché originel même du progressisme, et d'avoir prêté des vertus émancipatrices à la déliaison, à la désaffiliation, au déracinement. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que l'on va avoir vraiment deux philosophies, deux anthropologies, et donc on rejoint la question du libéralisme. Il y a un libéralisme, en effet, qui lui aussi coupe les fils. Et celui-là, c'est pas du tout celui dans lequel je puis me reconnaître. Mais et finalement, ce que Jean-Marie appelle les totalitarismes, c'est cela aussi, c'est délier, donc la table rase, c'est délier l'individu avec la libye de sa liberté, parce que c'était le thème un petit peu de mes idoles, de mon crépuscule des idoles du progressisme, c'est qu'à partir des années 70, là on a véritablement un progressisme sans garde-fou, c'est-à-dire qu'il va véritablement mettre en application cette philosophie, et moi j'ai grandi je suis née dans les années 70, donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là, où avec la libye de notre liberté, on ne nous a plus transmis le vieux monde, on ne nous a plus transmis une civilisation au motif que nous choisirions le temps venu. Évidemment que dans ces cas-là, vous choisissez pas. Enfin, j'ai eu la chance d'échapper à cette malédiction. Mais c'est cet état d'esprit et le progressisme intégral sans garde-fou se met véritablement en place dans les années 70. Il y avait encore des traditions qui étaient un peu solides jusque dans les années 50, 60. Mais... Alors comment, dans ces dilemmes, dans ces choix, comment peut-on faire tenir ensemble, enfin, quel est le positionnement du conservatisme à l'endroit à la fois de l'individualisme ou de la liberté individuelle et de ce qui est de l'ordre du domaine public, de l'ordre collectif, de l'ordre politique, de l'ordre de la cité. Le conservateur, quel est son positionnement ? Est-ce que c'est un homme pour qui l'individu, ou la personne, disons, c'est pas tout à fait la même chose, certes, mais qui va raisonner d'abord en termes d'individu, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui va au contraire considérer que ce qui est premier, c'est la société et la collectivité ? Maurras est allé très loin, mais il a tout à fait raison, je crois, dans la critique conservatrice de l'individualisme. L'individu, ça n'existe pas. Tout conservateur qui pense tant soit peu se réfère à Aristote, l'homme est un animal politique, se réfère mais il n'existe à la tradition. Il a été fabriqué. Le produit désingué. Il y a des mensonges puissamment répandus, c'est un fait. L'individualisme est un mensonge. Il donne à croire que l'individu est détachable de la communauté. Un esprit conservateur privilégiera toujours le bien commun, ce qui ne veut pas dire que le bien commun n'est pas garant de la liberté, d'une marge de liberté des individus. Mais cette liberté, cette capacité de faire, elle n'est pas absolue, elle s'inscrit dans les limites d'un bien commun. Et encore une fois, d'un bien commun qui doit protéger les êtres dans leur substance, sinon permanente, du moins durable. Et je crois que ce qui est premier pour un conservateur, c'est la pensée du bien commun de la cité. Oui.
de la cité, en fait. Et que l'individu ne soit pas, après je laisse la parole à Frédéric, mais que l'individu ne soit pas détachable effectivement de ses appartenances, assurément, mais moi je ne braderais pas comme ça quand même l'individu, mais l'individu qui n'existe pas aujourd'hui, l'individu à la Corneille, c'est-à-dire qui entend répondre de ses actes. Et ça, c'est le sujet au semble noble. Ça ne veut absolument pas dire qu'il puisse exister s'il est délié, justement, mais il se sent l'obligé de ce qui le précède. Donc moi, je tiens beaucoup, malgré tout, à cette articulation de ce que Louis Dumont appelle l'individualisme et le holisme. Je crois qu'il y a quand même une conquête de l'Occident qui est ce sujet de responsabilité, cette instance de responsabilité, mais qui ne doit absolument pas être détachée de quelque chose de plus vaste. Grâce à cet ensemble, à cette réalité plus vaste, il est ce qu'il est, en revanche. Mais... Vous ne vous rattachez pas à la tradition contre-révolutionnaire du conservatisme. Non, voilà, non. Frédéric Aubevoie. J'ai trouvé la question très intéressante, mais je pense qu'elle part néanmoins d'un présupposé qui me semble faux. C'est qu'en fait, on a dit depuis le début qu'effectivement le conservatisme n'est pas un isme, n'est pas une idéologie. Or, poser la question comme tu l'as fait, quelle est la position du conservatisme face à l'individualisme et face au... c'est évidemment présupposer, laisser entendre qu'il est ou qu'il est devenu une idéologie. Or, je maintiens fermement qu'il ne l'est pas. Effectivement, ou plutôt qu'il y ait une espèce de une nébuleuse, on va dire, dans laquelle, qui ne donne pas une réponse toute faite à des questions aussi particulières que celle-ci. Et je rebondis, si j'ose dire, sur l'œuvre l'excellente revue de Paul Marty, Le Conservateur, qui est le créateur et finalement, qui est celui qui, dans la langue française, a préempté, si j'ose dire, ce terme de conservatisme et de conservateur, en lui donnant ce titre de noblesse, c'est en 1818, Chateaubriand. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Chateaubriand est assez individualiste, que sa personne particulière n'est pas tout à fait indifférente et qu'il n'est pas prêt à sacrifier grand-chose à la gloire de celle-ci. Donc, voilà. À la limite, Burke, ancien Whig, etc., n'est pas non plus un holiste ou un... Voilà. Pour autant, effectivement, j'entends bien que la personne est effectivement l'élément central, mais qu'il faut songer à la cité dans son ensemble et que le politique d'abord maurassien est, au fond, lui aussi intrinsèquement conservateur. Mais en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas vouloir des réponses, à mon avis, un peu catéchitiques. Non, il n'y a pas de réponse doctrinale, mais il y a un positionnement politique forcé des conservateurs dans la société, et ils doivent bien se déterminer politiquement d'une manière ou d'une autre. Sur ce plan, je pense que la distinction classique entre la personne, ou le personnalisme et l'individualisme est un élément assez fort. Voilà, c'est... Paul-Marie Couteau ? Si l'on reprend ma petite typologie très lointaine, l'opposition entre Héraclite, louant ce qui change toujours, et Parménide le ramenant en permanence, on peut apercevoir, pour répondre à votre question sur le positionnement politique, on peut apercevoir là l'amorce d'une distinction assez fondamentale, et elle, pour le coup, permanente, avec des métamorphoses, des changements de langage, de la droite et de la gauche. Toujours, il y aura, je crois, mais c'est propre à la cité, c'est propre à la famille, c'est propre à l'âme humaine, à nous tous, un conflit, ou tout au moins une cohabitation entre ce qui veut, non pas construire, parce que je crois que l'on construit justement sur ce que l'on a conservé, on ne construit pas sur rien. Donc conserver, c'est aussi fait pour construire. Bon. Mais il y aura toujours d'un côté un appel de la nouveauté et un appel de la conservation, les forces de la conservation et les forces de la nouveauté qui sont souvent, aujourd'hui en tous les cas, destructrices. L'ordre et le mouvement, disait-on autrefois. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est finalement un très bon critère. Alors il est de bon ton de dire, on l'entend de tous les côtés,
terminé, la droite et la gauche, ça n'existe plus, tout simplement parce qu'on a perdu les repères. Ça existe très bien, il faut les formuler très clairement, ces deux catégories. Il y a ce qui construit, ce qui tient à ce qui est construit, et ce qui déconstruit, pour reprendre le langage des modernes, et qui détruit finalement. Oui. Et je pense qu'on peut définir la droite, grand sujet aujourd'hui, n'est-ce pas, où le nouveau numéro du Nouveau Conservateur s'appelle Droite année zéro, elle est par terre, la droite. Mais elle est par terre parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Précisément parce qu'elle n'a plus ces fondements-là et cette philosophie-là qui devrait être sa colonne vertébrale. Toutes les forces de la conservation. Bien sûr. Et alors en effet, il y a des désordres de tous les côtés parce que des gens se prétendent de droite, ne le sont pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire, une bonne partie des élites, ou soi-disant élites, des oligarchies de l'UMP par exemple, ou qui s'appellent maintenant républicains, on ne sait même plus, qui sont de l'autre côté, qui sont tout à fait des genres de la déconstruction, dans les valeurs de la déconstruction. Pour Marine Le Pen, ni droite ni gauche, c'est le... Ils sont du côté des valeurs de la déconstruction, simplement parce que déjà, ils ne sont plus des héritiers. Oui, c'est ça. Ils sont peut-être des héritiers économiques, ils ne sont pas des héritiers culturels. Ils ne sont pas du côté des forces de la conservation. Voilà, de la et si on veut refonder la droite, vous voyez très bien où je veux en venir, c'est en refondant l'éthique presque de la conservation. On en revient presque à la première question de Rémi, qui est de se dire, pour ne pas donner le sentiment que c'est juste une force réactive, il nous faut reprendre pleinement conscience de ce qu'étaient ces biens qui sont au fondement de notre civilisation et auxquels nous voulons assurer un avenir. Donc c'est cette conscience en fait qui est pour le moment complètement perdue, de savoir quel est ce socle sur lequel nous voulons, auquel nous voulons assurer c'est pour ça que j'en venais à l'idée de fondement plus que de reconstruction ou de réinvention, parce que c'est plutôt de refondation d'un modèle de société. Finalement, on n'a pas grand-chose à inventer, mais savoir quelle idée de l'homme nous entendons opposer justement à toutes ces idéologies wokistes qui ont une idée extrêmement dégradée et dégradante de l'être humain, qui le rétrécit sur ses identités particulières, de sexe, de genre, et qui sont... puisqu'à partir du moment où on a dit que tout était construit, il est évident que pourquoi on ne le confierait pas justement au transhumanisme, c'est la logique parfaite si tout est... Donc je crois que nous, pour montrer que nous ne sommes pas des forces simplement défensives mais des forces de proposition, c'est faire réapparaître quels étaient ces fondements. En fait, c'est quelques biens que nous nous laissons actuellement ravir ou même plus redoutablement que nous dilapidons, eh bien c'est à nous de rappeler que ces biens ils ne sont pas négociables parce que est en jeu une certaine idée de la civilisation et avec cette idée de la civilisation, une certaine idée de l'homme et de l'âme humaine justement. C'est finalement Simone Veil quand elle écrit l'enracinement, elle dit quand les hommes politiques vont avoir à reconstruire la France après la guerre, eh bien ils n'auront pas le temps de penser, je fais le travail pour ainsi dire à leur place. Elle se doute que De Gaulle... Voilà, mais c'est exactement, c'est pour ça que je me souviens toujours je cite beaucoup cette phrase dans le Crépuscule d'Albert Camus en 1949, quand il publie l'enracinement de Simone Veil, il dit « Nous ne pourrons pas reconstruire l'Europe sans tenir compte de ce que contient ce livre ». Ce qu'il contenait, c'était précisément qu'on ne bâtissait pas un peuple sur rien et qu'il y avait un besoin de l'âme humaine à l'enracinement, à l'inscription dans un temps et dans un espace, dans une histoire. Et finalement, on a fait le chemin exactement inverse. Si bien qu'aujourd'hui, 50, 60 ans plus tard, c'est finalement cette voie qu'il nous faut reprendre. Dans quelle mesure, Frédéric Rouvillois, ce discours-là, donc ce discours de refondation, de définition, de détermination des valeurs, des fondamentaux, vous paraît-il aujourd'hui toujours audible? Je veux dire par là que le travail de déconstruction tel qu'il a été élaboré dans les universités américaines, tel qu'il est ici évidemment surabondamment, on peut dire que le conservatisme n'est pas une doctrine, mais pour le coup le progressisme, lui, a une sacrée doctrine, et une doctrine qui est parfaitement martelée par tous les réseaux, par le gros argent, comme disait Boutan, comme disait Maurras, ou par des structures plus modestes. Ce discours-là, aujourd'hui, comment le rendre audible ? Alors, justement, c'est autre chose qu'on a, je pense, tous en commun, c'est la conscience que, au fond, le conservatisme, il se définit
par rapport au progressisme, effectivement, et par une opposition radicale à cette idée de progrès selon laquelle, effectivement, tout change avec le temps et tout s'améliore de façon nécessaire et illimitée. C'est-à-dire cette espèce de poussée délirante du vous serez tous comme des dieux. Au fond, après avoir été le mot de Descartes dans le discours de la méthode, c'est le discours, l'idée fondamentale des progressistes. Donc, l'idée de la gnose. Et l'idée de la gnose. Et donc, pour répondre à ta question, Rémi, au fond, la réponse, c'est que le conservatisme n'est pas une idéologie, mais par contre, c'est un combat. C'est un combat, et un combat qui, effectivement, doit réunir, au fond, toutes les forces de conservation et éventuellement même les forces réactionnaires. Moi, je pense qu'il y a une différence entre les deux, mais en tout cas, pour l'instant, l'idée, c'est de sauver les meubles. C'est de déterminer quels sont les meubles à sauver. Et ce qu'a fait Bérénice, notamment dans son dernier ouvrage sur l'écologie, quels sont les meubles à sauver et quels sont les moyens, quelles sont les modalités de ce sauvetage indispensable sans lequel, effectivement, nous serons remplacés comme dans les dystopies depuis le début du XXe siècle par la race qui viendra, pour reprendre le terme de Wells, ou par les transhumanistes, ou par les algorithmes, ou l'intelligence référence à un autre de artificielle. vos ouvrages d'ailleurs. Comment ? Les super Saint-Simoniens. Il y avait une utopie chez les Saint-Simoniens. Bien sûr, tout à fait. dont oui. vous faites les parents idéologiques d'Emmanuel Macron, mais le transhumanisme est dans la même veine. Mais totalement. on est dans la même veine. Ce qui caractérise, au fond, on n'a pas beaucoup parlé de transhumanisme. Moi, ce qui me frappe, il faudrait écrire un jour un truc là-dessus, c'est le terme de trans. Au fond, c'est ça la philosophie de ces mouvements. Dans le dictionnaire du progressisme, on s'était demandé est-ce qu'on fait une entrée spécifique là-dessus. Ça nous menait un peu trop loin, mais je pense que c'est le genre de choses sur lesquelles il faudrait un jour faire peut-être une table ronde, un colloque, une chose comme ça, parce qu'au fond, tout est dans le préfixe en fait. Le passage d'un état à un autre, et ce faisant, en rattachant au progressisme, le refus de l'état ancien. L'être humain regardé comme de la simple matière à façonner selon une idée. Alors voilà, une idée qui est la leur, de ce que doit être le meilleur des mondes possibles. Donc c'est l'être, et c'est là qu'on retrouve les totalitarismes, c'est la logique même du totalitarisme, c'est que l'homme n'est que de la matière et on va le façonner selon une idée avec un grand I. Les préfixes sont très parlants, vous avez raison. Trans ou déconstruire, déraciner, on en parlait tout à l'heure. Et démonter la gueule des progressistes. et il y a chez les conservateurs une dilection particulière pour un autre préfixe qui est rénovation, restauration. Oui, mais alors les autres en face, ils ont la réinvention perpétuelle aussi. C'est pas une réinvention, c'est une invention. Oui, mais ils disent toujours réinventons, c'est devenu le vrai slogan de tous les domaines. En réalité, ils inventent. Oui, ils inventent. Mais ils font croire, en effet, que... Et c'est intéressant à rappeler cette affaire de préfixe parce que ça nous dédouane, nous autres conservateurs. En tous les cas, je me définis volontiers comme conservateur. C'est un mot qui a l'avantage, à mon avis, de pouvoir refonder la droite, pour tout dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il est assez large pour servir de base, de départ. Et nous y sommes, parce que la droite étant en miettes, il faut savoir ce qu'elle est et la reconstruire. Je crois que le mot est assez opérant. Bon. Je crois qu'on peut assez facilement faire comprendre à des jeunes, même aux esprits les plus tentés par le côté affriolant de la modernité, qu'il est question justement d'avenir et qu'il est question de revenir à un avenir humain. Comme toujours, c'est une autre conception de l'histoire, une conception plus cyclique. Il y a des destructions et il y a des rénovations, il y a des restaurations. Et qu'au fond, il ne s'agit pas de contempler les cendres, pour reprendre cette formule un peu simple mais très parlante, mais de transmettre le feu. Et ce dont nous parlons, c'est bien d'avenir et d'un avenir possible grâce à la conservation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les lectures, Rémi Soulier, que vous faisiez tout à l'heure en introduction de ce passage de Boutan. Ce que Boutan révoque,
c'est la modernité. De cette modernité-là, il n'y a rien à garder. Elle est obsolète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à garder, il n'y a rien à conserver. Toute son œuvre dit le contraire, bien combien entendu. et combien de choses on se situait dans le registre des banques contre les cathédrales. Oui, c'est ça. Et les cathédrales, il faut les garder. Évidemment. Et les paysages. Et les écologistes. Et les paysages sont déjà bien massacrés. Et dont la survie n'est pas garantie. Et la littérature, dont l'écroulement n'est pas impossible. Bien sûr, parce que l'avenir de la littérature est conditionné par la langue, et vu que la langue commence d'être perdue, et puis toutes les références à notre civilisation, justement. Mais je crois aussi exercer une certaine attraction sur la jeunesse, il faut bien montrer qu'il y a une idée de l'homme, celle que nous portons, qui est infiniment plus exaltante que celle à laquelle dans laquelle on essaye de les enfermer. Je crois que... l'affaire du Covid a été très pédagogique. Je pense qu'on saisit le projet anti-conservateur moderniste qui consiste à nous foutre devant des écrans, oui, ça, bien sûr. Des vaccins, oui, mais moi je pense quand même qu'il y a aussi toutes les idéologies wokistes quand même qui sont la grande menace qui pèse sur la jeunesse. Et qui pèse sur la jeunesse. Donc bien lui montrer ce qu'il y a de détriqué, de rétréci et de crispé, pour le coup, dans l'anthropologie, si tant est qu'on peut utiliser ce terme pour le wokisme, contre justement l'idée que nous préconisons Et il y a une phrase de Tocqueville que j'aime infiniment dans La démocratie en Amérique, dans un tout petit texte consacré au panthéisme, et il termine en disant que tous les hommes qui demeurent épris de la grandeur humaine s'assemblent et combattent de concert. Bon, je crois que c'est là notre... C'est une vocation, en effet, et puis c'est une destinée. Notre émission elle-même s'achemine et se destine vers sa fin. Nous y sommes. Je vous remercie vivement, Paul-Marie Couteau, Frédéric Rouvillois, Bérénice Levé. Et après tout, ces questions de préfixes, nous avons terminé par ces préfixes. Eh bien, au transhumanisme, peut-être que le conservatisme, en tout cas, il est possible de le dire, valorise contre lui, bien entendu, valorise la transcendance, et une transcendance qui, pourquoi pas, serait en très bons termes, en excellents termes, avec une autre catégorie philosophique, évidemment celle de l'immanence, celle des paysages, celle de notre monde, celle de notre langue, et de notre, j'allais presque dire, de notre gastronomie, et de tout ce qui fait, et de tout ce qui faisait, en tout cas, notre art de vivre. Donc, terminons sur ce terme de transcendance à opposer au transhumanisme. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.